Heureuse de vous accueillir cet après-midi dans notre Forum mondial de la mer Bizerte. Ailleurs, heureuse d'avoir parmi nous Son Altesse Sérénissime Albert II de Monaco, le prince Albert II de Monaco. Heureuse d'avoir Monsieur le ministre Ricardo Serrao Santos. Heureuse d'avoir aussi parmi nous Monsieur Nasser Kamel, secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée. Heureuse d'avoir Madame Annick Girardin, ministre de la Mer France. Heureuse d'avoir parmi nous Monsieur Kamel Dour, ministre de l'Équipement, mais pas que, ministre aussi de l'Environnement, des Affaires locales. Heureuse d'avoir parmi nous Madame Asma Shiri, secrétaire des Affaires maritimes, Monsieur le gouverneur de Bizerte, Samir Abdellewi, Monsieur Karim Ben Amara, le maire de Bizerte, les représentants, les ambassadeurs, Ses Excellences. Nous vous accueillons aujourd'hui à Bizerte pour une deuxième ouverture cet après-midi sur les sujets maritimes, sur notre positionnement stratégique qu'est Bizerte, qui occupe la pointe la plus septentrionale de l'Afrique, mais aussi comment pouvoir échanger avec l'Europe, comment pouvoir interagir dans ce bassin méditerranéen pour apporter le plus, le meilleur et l'adapter à nos littoraux, mais aussi pouvoir gagner contre la pollution qui y règne, pour avoir un meilleur transport maritime, bleu et vert, vert et bleu, pour avoir une meilleure pêche en évitant la surpêche, pour préserver notre biodiversité, tous ces thèmes qui seront, en tout cas, à l'ordre du jour. Je répète pour ceux qui sont là et qui veulent interagir avec nous sur Twitter, qu'ils peuvent le faire via le hashtag FMMB 2021, que nous existons sur les réseaux sociaux, qu'il y a un live qui est fait en direct. Je remercie par ailleurs tous ceux qui ont cru en nous, en commençant par l'État tunisien, le gouvernement tunisien, la ville de Bizerte, les sponsors, la BIAT, Actia, l'Institut français, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le partenaire média Mosaïque, partenaire Sagemcom, Total Énergie, Celt Marine, la République française, CMR, Maghreb Revêtement, Caire, Stecom, l'Hôtel Eiffel et nos partenaires culturels, l'Agora Envirofest. Pour commencer aussi, je reviens sur les gestes barrières, le port du masque, le gel dans les mains, la distanciation sociale. Malheureusement, avec ce Covid, ou cette Covid plutôt, nous sommes dans une position où on veut protéger la mer, mais aussi les êtres humains. Je te cède la parole, cher Pascal, notre président. Merci, Rim. Bon après-midi à toutes et à tous. Bienvenue pour ceux qui viennent de rejoindre cette 4e édition du Forum de la mer de Bizerte. Très heureux de vous accueillir en tant que président de cette manifestation. Je le disais ce matin et je le répète volontiers, j'ai souvenir de la première édition du Forum de Bizerte sur la mer, un événement un petit peu confidentiel, avec quelques initiés, quelques volontaires qui avaient des grandes idées en tête. Et une des grandes idées en tête, c'était de faire grandir le Forum de la mer de Bizerte pour lui donner non seulement davantage de pertinence, mais davantage d'impact. Je crois qu'avec le recul, le chemin parcouru vaut le coup d'être célébré. Si je compare cette édition à la première, vous êtes beaucoup plus nombreux.
Le nombre de personnalités importantes qui nous ont rejoints est impressionnant cette fois-ci. Et comme rime, sans vous citer toutes et tous les uns et les autres, je voudrais vous remercier beaucoup d'avoir prêté attention à ce que nous faisons au Forum de la mer du Bizerte et en venant à vous y associer. Et je vois à cette évolution, dont je souhaite qu'elle se poursuive, Inch'Allah, 3 raisons principales. La première, c'est que les questions dont nous parlons ici et sur lesquelles nous essayons d'avoir de l'impact, c'est-à-dire les questions relatives à ce que j'appelle l'hydrosphère, l'océan, les mers, les lacs, les rivières, sont de plus en plus importantes dans la conscience de l'opinion publique, dans l'agenda international, dans l'agenda européen que j'ai quelques raisons de chérir et parfois de représenter. La deuxième, c'est que l'espace que nous considérons ici, c'est évidemment d'abord l'espace méditerranéen, avec un pôle nord en quelque sorte et un pôle sud, et peut-être Bizerte est-il un peu le pôle sud de cet espace méditerranéen. Et je crois que là aussi, l'importance, la pertinence de cet espace dans l'organisation de tout ce qui touche aux questions de soutenabilité environnementale, d'économie bleue, prend une importance croissante. Et puis la dernière raison, et j'en terminerai par là, c'est que le Forum de la paix, le Forum sur la mer de Bizerte, pardon du lapsus, je confonds avec une autre de mes casquettes, on va se rapprocher, a bénéficié d'une énergie formidable, d'une équipe qui, depuis le début, y croit, qui a fait ses preuves, qui a recueilli tout un tas de soutien que Rim a évidemment cité. Et donc la troisième raison, c'est qu'il y a derrière tout ça une énergie, et cette énergie, elle vient d'ici. Ce n'est pas à nous, en quelque sorte, les autres étrangers, qui la fournissons. Elle vient d'ici, elle vient de la Tunisie, elle vient de la société civile tunisienne. On l'a vu ce matin avec ce concours de projets, qui était formidable, tous ces pitchs, tous ces gens qui y croyaient. Bon, il y en a un qui a gagné, évidemment. Nous, les non-tunisiens, on sait que à Sfax, ils sont souvent plus malins que les autres. Donc c'est comme ça que ça s'est terminé. C'est ainsi, qu'on le veuille ou non. Et le jury l'a voulu de cette manière. Et donc, la troisième raison de ce succès, de cette croissance, de cette dynamique, c'est Rim, c'est Olivier Poivre d'Arvor qui est à l'origine de tout ça. C'est Rim, c'est ses équipes, c'est la Tunisie. Et au fond, si le résultat est que les Tunisiens eux-mêmes, le peuple tunisien, les Tunisiennes, les jeunes, comme on l'a vu ce matin, s'investissent dans le développement de cette dimension très essentielle pour ce pays, alors nous aurons fait avancer les choses, ce qui est l'objectif. Donc nous parlons, nous apprenons, nous nous éduquons les uns les autres, nous apprenons à nous connaître, nous apprenons à approfondir toutes ces questions. On a eu ce matin un cours absolument magistral sur les algues. Tout à fait. Au fond, certains d'entre nous ne savaient pas encore, tout dépend des algues. Et soit nous apprenons à vivre avec les algues, soit ça se passera mal pour l'humanité, donc c'est une leçon importante. Donc voilà les raisons pour lesquelles je suis optimiste, en se basant sur ce qui a été fait jusqu'à présent. Merci encore à toutes celles et à tous ceux qui, ici, à Tunis, à Bizerte, dans ce pays, les autorités locales qui nous ont toujours beaucoup aidés. Merci pour votre soutien. Vive cette 4e édition. Et bien entendu, on écoutera très soigneusement, d'ici demain soir, tout ce qui se passe pour en préparer une 5e. Donc merci d'applaudir les organisateurs, les soutiens que nous avons eus. Et je rends la parole à Rim. Spot.
J'appelle maintenant M. Kamel Dour, ministre de l'Équipement, des Affaires locales et de l'Environnement. Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II de Monaco, Madame Annick Girardin, ministre de la Mer de la France, Monsieur Ricardo Serrao Santos, ministre de la Mer du Portugal, Monsieur Nasser Kemel, secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, Monsieur Marcus Vassera, chef de cabinet du commissaire de l'environnement aux océans et à la pêche de l'Union européenne, M. Samir Abdellaoui, gouverneur de Bizerte, Mme Rim Benzina, présidente de l'association Saison Bleue. Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur de participer avec vous à la 4e édition du Forum mondial de la mer sur le thème « La Méditerranée des projets, l'Europe de la mer ». Je profite de cette occasion pour remercier l'association La Saison Bleue pour l'organisation de cette manifestation et de la féliciter pour tous les efforts et contributions et de la féliciter pour la promotion de l'image de la ville de Bizerte, de la Tunisie et de notre Méditerranée durant les éditions précédentes. Aussi, j'adresse mes vifs remerciements à tous les partenaires qui ont appuyé l'organisation de cette manifestation. Mes remerciements s'adressent aussi également à tous les participants en présentiel et à distance pour leur intérêt et leur adhésion à cette initiative. Mesdames et Messieurs, la ville de Bizerte, pour sa position stratégique, carrefour de civilisation, riche d'un patrimoine naturel et culturel et pôle économique maritime important, aspire à se lancer dans une optique de développement mettant en valeur ses atouts et ses potentialités en vue de booster un nouveau modèle de développement économique qui vise le renforcement de la coopération et des échanges entre l'Afrique et l'Europe. Aussi, l'association Saison Bleue, créée depuis 2018, offre des occasions précieuses pour nous tous, gouvernementaux, politiciens, experts, société civile, médias et grand public pour s'informer, échanger et nouer des réseaux de coopération effective afin d'aboutir à un bon état écologique de notre mer Méditerranée. C'est le moment de prendre conscience de la situation actuelle de notre mer et des pressions des différentes natures qu'elle subit et d'agir maintenant et sans plus tarder pour sauver ensemble l'environnement de notre région méditerranéenne. Nous avons souvent sous-estimé l'importance du capital naturel et de son rôle dans le développement économique. Les récentes évaluations des organes des Nations Unies ont montré que le service rendu de la nature représente 1,5 fois du PIB mondial. Et des activités économiques qui dépendent directement de la nature sont évaluées à environ 55% du PIB mondial. Mesdames et Messieurs, plusieurs rapports récemment publiés ont tiré la sonnette d'alarme sur la gravité de la situation de notre environnement et sur les bouleversements profonds et parfois irréversibles de nos écosystèmes terrestres, littoraux et maritimes notamment. Le rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement de septembre 2021, le 6e rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat paru en août 2021, le rapport Planète vivante en septembre 2020, les évaluations mondiales de la plateforme intergouvernementale de la biodiversité et des services écosystèmes de 2019. La période 2020-2021
a été marqué par de nombreuses crises, notamment le changement climatique et la pandémie de la Covid-19, qui ont à l'origine des lourds dommages économiques estimés à environ 1 700 milliards de dollars d'ici 2025. Mesdames et messieurs, compte tenu de la vulnérabilité environnementale et socio-économique, la Tunisie s'est engagée activement à élaborer et mettre en œuvre ces stratégies et des plans d'action pour la période 2020-2030, intégrant les aspects suivants. Premièrement, c'est pour le changement climatique. La Tunisie est en phase finale de la révision de sa contribution nationale déterminée, la CDN, et un relèvement de l'ambition tant en atténuation qu'en adaptation. Deuxièmement, pour la biodiversité. La Tunisie œuvre pour la conservation et la préservation de son patrimoine naturel, compte tenu de ses spécificités et des moyens, et en alignant avec les objectifs globaux relatifs à la promotion de la qualité, quantité des zones protégées, marines et terrestres. Troisièmement, pour la neutralité de la dégradation des terres. La Tunisie s'est fixé l'objectif de protéger les zones menacées de dégradation à hauteur de 2,2 millions d'hectares à l'horizon 2030. Et c'est un horizon qui est vraiment un peu haut. Quatrièmement, pour la réduction des risques de catastrophes, une stratégie nationale est élaborée et sera présentée aux différentes parties concernées au courant du mois d'octobre 2021. Par ailleurs, la Tunisie est en cours d'élaboration de sa stratégie économie bleue avec l'appui de la Banque mondiale pour renforcer la protection des écosystèmes et de la dynamique des activités économiques traditionnelles et émergentes dans une optique d'utilisation durable des ressources naturelles et de promotion des secteurs économiques maritimes. Mesdames et messieurs, le forum de cette année qui s'intègre dans le processus de relance économique post-Covid et regroupe d'éminents responsables et personnalités méditerranéennes constitue une opportunité pour débattre des questions d'actualité relatives aux enjeux maritimes et pour aboutir à des solutions en relation avec la dynamisation des projets et initiatives de développement de notre région. Je saisis cette occasion pour renouveler mes remerciements à tous nos partenaires et les invitons à renforcer davantage cette collaboration et bâtir des assises d'une coopération fructueuse dans les domaines de la protection de nos écosystèmes et de nos ressources naturelles en vue d'instaurer une économie résiliente et à bas carbone au service du développement durable de notre région, des générations actuelles et des générations futures. Enfin, j'adresse ma reconnaissance et gratitude aux instances des partenaires de développement qui ont appuyé les efforts de conservation et de restauration des écosystèmes naturels de la Méditerranée, dont je peux citer à titre indicatif et non limitatif le Centre des activités régionales pour les aires spécialement protégées, dont le siège est en Tunisie, l'Union internationale de la conservation de la nature, le Fonds mondial pour la nature, le Fonds pour l'environnement mondial, le Fonds français pour l'environnement mondial, l'Agence française du développement, comme vous le savez, l'AFD, le Fonds fiduciaire MEDFRANC, initié par la Tunisie, Monaco et la France, le Fonds MAVA, sans oublier la Fondation Albert II de Monaco. Et je vous remercie. Et l'engagement du prince souverain en faveur de la santé planétaire. Aussi, je demanderai à tous nos partenaires de renforcer davantage leur activité durant la décennie 2021-2030 pour relever les défis du développement durable et de la protection de notre Méditerranée. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite tout le succès pour le reste des travaux, tout en souhaitant un excellent séjour dans cette belle ville pour nos honorables invités. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. J'appelle maintenant Monsieur Marius Vassega, chef de cabinet du commissaire à l'environnement, aux océans et de la pêche européenne. Your Royal Highness, Ministers, Secretary General, ladies and gentlemen, I speak here today on behalf of European Union Commissioner Sinkevicius, who could not unfortunately participate in person. But he sends his best regards to everyone. It's a great honor to speak to you at this celebration of our beloved Mediterranean. Mediterranean, which unfortunately faces today a double challenge. There is, of course, the economic challenge. The COVID pandemic affecting all economic activities and maritime sectors are no exception, and this is a top priority for the European Commission. But this rallying against economic crisis should not divert us from the other pressing challenge, the environmental crisis of the Mediterranean region. According to a recent MEDEC report, the region warms up 20% faster than the rest of the world. If we maintain the current scenario, temperatures will increase by 2.2 degrees by 2040. And this will have direct effects on marine habitats and on biodiversity, which in turn will worsen the climate crisis. On the eve of two crucial COPs, COP26 on climate, COP15 on biodiversity, we must make the case for oceans and seas, and they are and will be an important part of the solution to the intertwined climate and environmental crisis. And let's face it, protecting marine habitats and biodiversity in the Mediterranean is also critical from an economic perspective, as we base our business on both of them in the blue economy. From fisheries to tourism, biodiversity is key to resilience and long-term profitability of our blue sectors, and key to the prosperity and well-being of our coastal communities. So my point here is that the economic challenge and the environmental challenge are now intertwined, and so will be our solutions. Now, we have in the Mediterranean countries a long history of collaboration when it comes to the sustainable exploitation of marine living resources. The General Fisheries Commission for the Mediterranean builds on dialogue, close cooperation and solidarity, and we have come a long way with the Medfish Forever and Sofia declarations now consolidated into the new GFCM strategy. In fact, we have cooperated very well also with Tunisian authorities over the years in GFCM. So I think we can be proud of what we have achieved, and we should continue in the same spirit with all our Mediterranean partners, because this is not the end of the journey, far from it. Let me conclude by saying that all initiatives promoting the exchange of ideas, dialogue, cooperation in the sea basins, such as the Mediterranean Parliament of the Sea, to be discussed this afternoon, merit our attention and need to be encouraged. Thank you. Thank you very much. J'appelle maintenant Monsieur Nasser Kamel, secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce papier avec moi, mais... Merci, cher Rahim. Son Altesse Sérénissime, Prince Albert II de Monaco, que je salue sa présence, mais aussi son engagement pour les mers et les océans, mais surtout la Méditerranée, notre mer commune. Madame la ministre, Messieurs les ministres, Excellences, chers amis. Pascal, tout à l'heure, et Olivier parlait de la première édition qui était un peu discrète. Ben, j'en suis fier que j'y étais. Tout à fait. Hein, à cette première édition, qui, à mon avis, est le seul de la rive sud consacré aux enjeux maritimes. Alors, vous êtes pionnier, Rim, vraiment. Et après une année et demie de restrictions, je me réjouis d'être ici, hein,
à cette édition impressionnante, avec la présence des éminents, et surtout Son Altesse Sérénissime, pour fêter la Méditerranée et fêter et protéger cette Méditerranée et travailler ensemble pour et faire un travail de mobilisation en faveur de ce bien commun qui est notre Méditerranée. Ce rendez-vous vient dans un moment clé, à mon avis. Elle s'inscrit dans la foulée de pas mal des événements internationaux, le congrès mondial de l'IUCN, dont la ministre Jardin avait magnifiquement organisé à Marseille, et aussi la prochaine COP, comme ça a été dit, 15 sur la biodiversité, et la COP, évidemment, de Glasgow, la COP 26, qui s'avère une COP décisive, à mon avis. Toutes ces actions, et surtout le forum de la mer d'aujourd'hui, sont des rendez-vous, à mon avis, essentiels pour assurer la mobilisation de tous, afin de faire face à l'urgence et aux défis majeurs auxquels notre région est confrontée. Pour être honnête, le constat, nous le connaissons, et il a été rappelé ce matin à plusieurs reprises. Le bassin méditerranéen connaît, si je peux dire, une double peine. Il est non pas seulement un hotspot climatique, parce qu'on se réchauffe beaucoup plus rapidement que toute autre zone habitée sur la planète, carrément, mais on est aussi un des principaux hotspots de la biodiversité dans le monde. Et la situation, franchement, s'aggrave de toute évidence. Et on l'a vu, des phénomènes météorologiques extrêmes, des incendies ravageuses et plein d'autres phénomènes qu'on a vécus, la montée des niveaux des mers, et la liste est longue. Quelle solution concrète? L'action. L'économie bleue, à mon avis, constitue, à mon avis, probablement le potentiel de coopération le plus important et celle qui permettra de faire évoluer en profondeur nos pratiques. L'utilisation durable et responsable des ressources marines, l'amélioration des moyens de subsistance, la création d'emplois et la croissance économique soutenable, ainsi que la santé de l'ensemble de l'écosystème marin sont en effet au centre de débats ou des débats régionaux et sont autant de secteurs qui offrent des possibilités concrètes d'améliorer la vie de nos citoyens. Mais il faut dire, parce que j'ai dressé quand même un bilan assez négatif, nos pays sont de plus en plus conscients des défis. Et on trouve aujourd'hui le début d'une approche coordonnée et une collaboration transfrontalière en matière de politique et d'action commune marine et maritime. Même la présence des ministres avec plein pouvoir, comme la ministre Jardin, sur ce domaine qui est la mer, est un témoignage. Je crois que vous n'êtes pas la seule dans la région qui a un mandat aussi large. Évidemment, le ministre portugais, mais aussi autres ministres en Tunisie et dans d'autres pays. Et ça permettra, à mon avis, une coopération euro-méditerranéenne beaucoup plus avancée et qui nous permettra d'exploiter l'énorme potentiel de l'économie bleue dans notre Méditerranée. Nous, à l'Union pour la Méditerranée, on a pleinement joué notre rôle de normative power, dans le sens que, à travers notre travail de terrain, mais aussi nos conférences ministérielles, on a adopté une vision régionale sur les grandes questions de l'économie bleue. À titre d'exemple, on y travaille dans le but de
faire reconnaître et travailler pour une alimentation durable issue de la mer, de la pêche et de l'agriculture. On est conscient de son importance vitale pour la sécurité alimentaire et elle représente une valeur socio-économique essentielle pour nos communautés et surtout celle qui est plus vulnérable que les autres. On travaille aussi au niveau de l'Union pour la Méditerranée pour une action urgente pour réduire les déchets marins et en particulier la pollution plastique et microplastique qui constituent un dommage environnemental et économique direct pour la Méditerranée. Sur ce point, je dois dire, l'action de l'Union pour la Méditerranée rejoint pleinement l'un des grands objectifs du plan PAMEX qui a été lancé à Marseille et qui vise à parvenir à zéro déchets plastiques rejetés à l'horizon 2030. Je ne veux pas... Alors, dans ce sens-là, on va continuer à travailler, à encourager l'action dans ces domaines-là. Pour conclure, je reviens au thème retenu pour cette édition, cher Rim, la Méditerranée des projets. Vous savez, nous, à l'Union pour la Méditerranée, on dit on n'est pas un projet d'union, on est une union des projets. Et dans ce sens-là, c'est un titre qui résonne forcément à ce que nous sommes et ce que nous essayons de faire, hein, une approche pragmatique, hein, et le plan Starfish et des initiatives comme celle de Medfund, Votre Altesse, ce sont des exemples concrets de projets qui vont avoir un impact réel sur le terrain. Alors je vous salue, je salue à travers vous tout le peuple tunisien et je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci, cher Nasser, pour cet engagement et cette volonté de réunir la rive nord et la rive sud. Pour continuer pas loin de chez toi, j'appelle Monsieur Ricardo Serrao Santos, ministre de la Mer du Portugal. Merci beaucoup. Son Altesse Sérénissime, le prince Albert de Monaco, Monsieur Kamel Douk, ministre de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Infrastructure de Tunisie, Madame Annick Girardin, mon cher collègue et ministre de la Mer de France, Monsieur Nasser Kamel, secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, Monsieur Marius Vassega, chef de cabinet du commissaire Virginius, Monsieur le gouverneur de Bizerte, cher maire de Bizerte, cher gouverneur de la Corse, cher ministre et secrétaire général des Affaires maritimes du gouvernement de Tunisie, cher ambassadeur, à savoir, entre autres, l'ambassadeur du Portugal en Tunisie, chers représentants d'organisations non gouvernementales, représentants des secteurs professionnels, à savoir, entre autres, la pêche, le tourisme, la culture et le maritime, chers entrepreneurs, chers scientifiques, autorités civiles, militaires et religieuses, chers amis et tous les proposants des projets qui ont été ici ce matin, je dois dire que j'étais particulièrement bouleversé par l'enthousiasme créatif et l'engagement des femmes, sans discréditer les mérites du projet gagnant et de ses promoteurs. Mais permettez-moi encore de féliciter l'organisation de ce Forum mondial de la mer, notamment son président Pascal Lamy, Madame Rim Benzima, présidente de la Saison Bleue, et l'ambassadeur Olivier Poivre d'Arvor. C'est pour moi un grand plaisir et un honneur de participer dans ce forum qui porte une grande ambition que je veux aussi saluer. Concrétiser la Méditerranée des projets et l'Europe de la mer, ainsi que renforcer l'implication de l'Union européenne sur les océans, exemplairement illustrée par la mission Starfish, quoique
la désignation latine, comme démontre la désignation française étoile de mer, est plus belle. Chère Madame, chers Messieurs, avec Covid, pendant les derniers 10 mois, le monde s'est arrêté, mais pas la planète et les effets que nous provoquons sur elle à continuer sa démarche. Les menaces environnementales n'ont pas cessé de s'aggraver pendant que nous nous concentrions sur l'urgence du combat à la pandémie. Une bataille importante qui n'est pas encore conclue, mais qui démontre la capacité de la science, de la politique et de l'engagement social à répondre avec efficacité. Mais comme je disais, pendant cette bataille contre la pandémie, le monde a continué à rouler. Il n'y a pas de vaccin pour la menace climatique et environnementale, qui est une menace bien plus grande que la menace pandémique elle-même. Mais s'il n'y a pas de vaccin, il y a quand même la science, la technologie et l'innovation qui a besoin d'une bonne gouvernance pour réussir ce combat contre les changements climatiques. Le message du dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat ne laisse aucun doute. Une fois encore, récemment remarqué par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui l'a qualifié de carton rouge pour l'humanité. Et cette menace existentielle pour notre planète et pour nos vies exige à l'action vigoureuse en concert par les États et les nations, comme on fait pour la pandémie. Ces effets de la crise climatique sont évidents dans les mers et les océans, y compris la Méditerranée. La mer Méditerranée, comme tout le monde le sait, est une des mers les plus riches du monde en biodiversité, mais aussi une où la pollution marine est vraiment préoccupante. 40% des espèces marines y sont considérées comme en état de déclin. Chers amis, quoique la côte portugaise ne borde pas la Méditerranée, le Portugal est le carrefour entre l'Atlantique et la Méditerranée. D'un côté, le lieu, la côte atlantique, et de l'autre, la culture. Comme l'a dit un important géographe portugais, mais il y en a plus. La mer Méditerranée est un complexe hétérogène en soi-même, mais fortement connecté à l'Atlantique. La couche supérieure de l'eau de l'Atlantique s'écoule vers l'est dans la Méditerranée, mais aussi dessous, une couche inférieure qui roule à 1000 mètres de profondeur d'eau Méditerranée s'écoule vers l'ouest dans l'Atlantique et atteint les îles des Açores d'où je viens. Quoique venu des îles des Açores, ici, dans la ville de Bizerte, qui borde la mer et la passion du bleu, je me sens un Bizertain. Chers amis, la Méditerranée revêt une importance particulière pour le Portugal. Il y a 3 semaines, j'ai eu le plaisir d'assister au lancement du plan de l'action de la Méditerranée, un mer exemplaire d'ici 2030 à Marseille lors du Congrès mondial de la nature de l'UICN. À cette occasion, j'ai pu féliciter les promoteurs de ce plan pour leur reconnaissance déterminée de la multiplicité des menaces et de l'urgence d'une action véritablement multilatérale. J'ai également souligné l'importance de la référence à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et au respect du droit international. Je pense que ce plan est tout à fait conforme aux principes énoncés dans l'agenda 2030 pour le développement durable et en particulièrement aux objectifs de développement durable 14 et devait être la base d'une nouvelle économie bleue, durable et productive. Il est également aligné sur le pacte écologique européen et, je dois le dire, ce sont des initiatives comme celle que nous réunissent à Bizerte qui aident à marquer la jante bleue dans le Green Deal ou la jante bleue dans l'action verte.
Le Portugal a approuvé la stratégie nationale pour la mer en juin 2021, suivi par un plan d'action de la stratégie qui devra durer jusqu'à 2030. Dans la stratégie, comme dans la conclusion du Conseil européen sur la politique maritime intégrée que nous avons fait adopter pendant la présidence portugaise du Conseil, telle était également notre vision, celle d'un océan sain pour stimuler l'économie, la prospérité, le bien-être sur la base d'une gouvernance fondée sur les connaissances scientifiques. Ce sont également les objectifs de la déclaration ministérielle de l'Union pour la Méditerranée sur l'économie bleue durable, à laquelle le gouvernement du Portugal a souscrit. Et je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter le secrétaire général pour cette initiative. Très récemment, dans la déclaration d'Athènes du sommet des pays de l'Europe du Sud qui font partie de la zone méditerranéenne, c'était également l'objectif déclaré, une économie bleue durable pour la Méditerranée qui améliore la qualité de vie et le bien-être des communautés qui habitent en favorisant l'inclusion sociale tout en préservant les écosystèmes marins et côtiers et la biodiversité. On n'aura pas de justice environnementale sans justice sociale. C'est avec optimisme que je constate que face à l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés, il existe ce large consensus sur ce qui est important. Le développement durable basé sur la coopération, les partenariats, les tant sectoriels qu'internationaux et sur le lien entre l'économie bleue et la protection des écosystèmes marins. Mais nous savons aussi déjà que le temps des mots s'écoule rapidement. Une Méditerranée des projets est nécessaire et essentielle. C'est donc avec une grande joie que le gouvernement du Portugal, pas seulement le ministère de la Mer, mais le gouvernement du Portugal souscrit au plan d'action La Méditerranée, une mer exemplaire d'ici 2030. Le faire ici aujourd'hui, dans ce cadre de ce forum, est une affirmation de l'engagement en faveur d'un changement réel, mais aussi un soutien clair à la Méditerranée saine et véritablement exemplaire, sachant que l'importance biologique de la Méditerranée nous concerne tous. Je ne veux pas m'étendre davantage, mais simplement terminer en renforçant l'importance des initiatives telles que le Forum mondial de Bizerte. J'espère que cet esprit de collaboration active sera présent dans les réunions importantes à venir, de la COP 26 en novembre au One Ocean Summit, je crois qu'en janvier, et qu'elles serviront à préparer la conférence des Nations Unies sur les océans que nous organiserons l'année prochaine avec le Kenya du 27 juin au 1er juillet 2022 à Lisbonne. J'espère sincèrement que tous les moments à venir seront conséquents. Et je vous invite par avance à participer et à être présente à Lisbonne. Et je vous souhaite beaucoup de succès dans les travaux des jours à venir, d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour cet élan, pour cet encouragement, mais aussi pour cette stratégie et cette vision claire qui regroupe les pays, l'Europe, avec l'Union européenne, l'UPM, le Portugal. Et maintenant, je vais donner la parole à Madame Annick Girardin, ministre de la Mer, pour nous faire part de la vision de la France, de la position pour la mer Méditerranée. Monseigneur, Mesdames et Messieurs, chers collègues, ministres ici présents, Monsieur le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, cher Massir Kamel, Monsieur le président du Forum mondial de la mer, cher Pascal Lamy, Madame la présidente de la Saison Bleue, Erin Benzina, bien entendu, Monsieur le gouverneur,
Mais aussi, Monsieur le maire de Bizerte, merci de votre accueil dans cette merveilleuse ville de Tunis. Alors, mesdames et messieurs, cette 4e édition du Forum mondial de la mer s'inscrit pleinement dans l'agenda international. Nous l'avons déjà dit, nous sortons tout juste du Congrès mondial de la nature à Marseille. Nous sommes à quelques semaines de la première partie de la COP 15 sur la biodiversité, puis de la COP 26 sur le climat, mais aussi de la conférence des Nations Unies sur les océans reprogrammée à Lisbonne en 2022. Le président de la République française, Emmanuel Macron, a annoncé pour soutenir les engagements et les coalitions et maintenir cette dynamique que nous avons connue depuis quelque temps, eh bien, de proposer effectivement un sommet, un One Ocean Summit, un sommet océan. Vous verrez, je suis très francophone. J'ai été secrétaire d'État au développement et à la francophonie et je n'ai pas oublié cette mission. Alors très certainement en début d'année prochaine, nous aurons l'occasion bien entendu de vous y inviter tous officiellement, mais vous l'êtes déjà aujourd'hui. Alors à Marseille, qu'est-ce qui a été dit? Le climat, la nature et l'humanité sont inséparables. Et puis j'ajoute que l'océan les unit et qu'ils sont une formidable source de développement et d'opportunités, mais aussi de rêves. Ce Forum mondial de la mer donc, constitue une étape incontournable de l'agenda maritime international et nous avons le plaisir d'être réunis en Tunisie, pays avec lequel la France a une longue tradition de coopération maritime et depuis 2 jours avec l'Agence française de développement, l'IRD, l'IFREMER, l'ambassade bien sûr. J'ai fait le point sur l'ensemble avec la secrétaire générale, bien entendu aussi des affaires maritimes. Nous avons fait le point sur nos ambitions communes et nos projets communs. Et puis, c'est aussi un bonheur, et je l'ai dit tout de suite, de découvrir pour moi cette ville de Bizerte que je ne connaissais pas. Alors, on est ici pour marteler nos messages, bien sûr. Souvent, on dit on répète souvent les mêmes choses. Oui, mais il faut. C'est indispensable si on veut véritablement être entendu. Mais on va aborder aussi plus spécifiquement les actions à l'œuvre en Méditerranée, ou devrais-je dire d'ailleurs plus exactement pour la Méditerranée. Alors pour moi, ministre de la Mer, et je partage cette qualité en Europe avec mon collègue Ricardo Soreo Santos, que je veux saluer ici parce qu'on est des vieux compères maintenant, même si je suis ministre de la Mer que depuis 1 an, mais on ne se sépare pas. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller chez toi, mais on a des combats communs. Alors on est 2 en Europe, j'espère qu'on sera beaucoup plus bientôt. Eh bien, on a un objectif, c'est de porter cet objectif de développement durable 14, qui est celui de la mer. En fin de compte, c'est notre ADN à tous ici. Et nous devons effectivement le traduire en action commune, parce que c'est bien ça l'enjeu. Alors après 30 ans d'absence en France, le ministère de la Mer a été recréé. Et j'ai envie de vous dire que chaque jour, je mesure le défi de planifier les usages et de protéger les espèces et leurs habitants en mer. Ce n'est pas chose facile, hein. Chaque groupe d'acteurs détient en partie la solution et mon rôle, notre rôle, c'est de faire que la société embarque également dans ces projets que nous devons mener, car de quoi on parle? On parle bien de construire ce monde plus juste, plus équitable, plus durable, je devrais dire plus vivable, que nous aspirons tous, et on le fait avec cette volonté de mieux être pour nos concitoyens, et des concitoyens qu'on souhaite encore plus respectueux, plus engagés en faveur de l'environnement. Alors, d'autres plus spécialistes que moi vous parleront plus précisément de l'état de la Méditerranée et de l'importance des activités maritimes qui s'y découlent, mais je voudrais dire que sa santé, sa bonne santé, comme celle d'ailleurs des océans, est une nécessité tant l'on connaît le rôle capital joué par les écosystèmes marins et côtiers dans la régulation du climat et de l'atténuation des impacts du dérèglement climatique. L'océan produit la moitié de l'oxygène que nous respirons. Il constitue une réserve majeure de biodiversité sur la planète. Il est essentiel à notre sécurité alimentaire, ça a été dit, mais il est soumis à d'intenses pressions, à des pollutions, on le sait tous, alors agissons. La mondialisation dépend de l'océan. Il en est support d'ailleurs. Et puis, la pandémie a démontré l'interdépendance de nos modèles de société et de nos économies aux flux maritimes importants, avec leur lot d'impacts négatifs qui ont été identifiés.
Les ports et le transport maritime, comme toutes les activités maritimes, doivent donc limiter leur impact. C'est l'enjeu. Limiter le bruit sous-marin, limiter les émissions atmosphériques polluantes ou celles des gaz à effet de serre. Nous devons agir pour la qualité des eaux, améliorer celle de l'air, accélérer nos actions. Tous les secteurs aujourd'hui sont concernés et je crois véritablement que tous les secteurs ont envie d'agir. Alors la Méditerranée, c'est la plus grande mer semi-fermée du monde avec 2,5 millions de kilomètres carrés. Elle possède, vous l'avez dit aussi, des habitats remarquables et abrite une biodiversité spécifique avec un endemisme considérable. Alors qu'elle représente moins de 1% de la superficie océanique, on y recense 17 000 espèces, mais 40% sont considérées aujourd'hui en déclin. Alors qu'il s'agisse du rapport du Plan Bleu ou du rapport du réseau d'experts méditerranéens sur le climat et les changements environnementaux, tous s'accordent pour désigner la Méditerranée comme le deuxième hotspot mondial le plus menacé avec la région arctique. Le tableau semble sombre. D'abord, quand on commence à discuter ensemble, c'est ce qu'on se dit. Mais il est encore possible d'inverser ces tendances et faire de notre Méditerranée une mer pleine d'opportunités et d'innovations et d'en faire ou de lui donner cette pleine action dès à présent. Parler d'une Méditerranée exemplaire, c'est parler d'harmonie du vivant, de conciliation des usages et de leur développement encadré. Avec le plan d'action pour une Méditerranée exemplaire en 2030, le PAMEX, lancé le 3 septembre, Ricardo en a parlé tout à l'heure à Marseille, avec 4 axes d'action, et je crois qu'il faut rapidement les rappeler parce que c'est véritablement pour moi des actions fortes, préserver la biodiversité marine et côtière avec l'objectif de 30% d'aires protégées. Et nous avons beaucoup parlé à Marseille, bien sûr, de ce sujet, et le président de la République a annoncé l'ambition française, c'est d'atteindre 5% d'aires en protection forte d'ici 2027. Je voudrais souligner aussi que cet axe, c'est aussi celui de la promotion des métiers de la mer, de la transition écologique du tourisme et de la planification des espaces maritimes et littoraux. Le deuxième axe, promouvoir une pêche durable et mettre fin à la surpêche d'ici 2030. Le troisième, lutter contre les pollutions marines pour qu'aucun plastique ne soit rejeté en Méditerranée d'ici 2030. Et puis le quatrième, c'est promouvoir des pratiques de transport maritime permettant de protéger l'environnement marin et de lutter contre les changements climatiques. Alors être exemplaire, c'est quoi ? Eh bien, ou c'est l'être pour qui ? Eh bien, pour les générations qui nous regardent et pour les générations futures. Et d'ailleurs, cela nous oblige à être concrets et à agir vite, à terre, sur le littoral et en mer. Alors, l'exemplarité, c'est se donner aussi les moyens de nos objectifs. Les acteurs de la finance se mobilisent et nous l'avons montré à Marseille avec des fonds dédiés pour la protection de la Méditerranée, qui soient directement dédiés à la gestion des aires marines comme Medphone, qui soutient d'ailleurs ici 4 aires marines tunisiennes, mais aussi en agissant sur les infrastructures de traitement des déchets avec les fonds régionaux pour le climat. Concrètement, nous avons chacun une responsabilité de planification de nos espaces maritimes. C'est une mission complexe pour la mener à bien, c'est jamais facile, il faut beaucoup de concertation, il nous faut des connaissances bien sûr de l'environnement et des usages, parce qu'on a aussi besoin de cette connaissance-là, et donc aussi une connaissance de nos usagers. C'est la clé, je crois, de nos politiques publiques. Nous devons entrer dans le temps de l'écologie pragmatique, dans la politique du réel. Qui peut croire que, par exemple, le secteur de la pêche est indifférent aux questions environnementales ? Comment pourrions-nous croire qu'un pêcheur et je l'ai vu sur les quais français pendant ces 2 dernières semaines, et notamment sur la Méditerranée, n'est pas sensible à ces questions. Ces artisans, ces pêcheurs artisans, ce sont les premiers menacés par la surpêche et les conséquences du dérèglement climatique. Ce sont donc des acteurs en puissance très forts qu'il nous faut aussi utiliser et accompagner. Ils le savent, ils s'adaptent de manière remarquable ici en Tunisie, en France et dans d'autres pays de la Méditerranée. Je pense bien sûr aux efforts qu'ils vont consacrer dans le cadre de WestMed que nous portons. Et puis dans le PAMEX, eh bien, ils s'engagent bien entendu à créer des nouvelles zones de pêche à accès réglementé
en s'appuyant sur des données bien sûr scientifiques les plus pertinentes et les plus innovantes possibles. C'est ce que j'appelle l'écologie pragmatique. De même, qui peut croire que le plaisancier qui navigue aujourd'hui sur cette Méditerranée, dans nos eaux méditerranéennes, continuera à le faire si nous ne prenons pas garde, avec nos mouillages, à préserver les herbiers de Posidonie. Vous le voyez, les acteurs de l'économie bleue sont aussi ceux qui sont en première ligne pour protéger cette mer ou en règle générale les océans. Avec PAMEX, nous nous engageons aussi à promouvoir le développement des ports verts en Méditerranée, restauration de l'écosystème, électrification des quais, créer des ports oasis, bien entendu, mais aussi travailler ou réduire l'impact des navires sur les cétacés en travaillant à la délimitation d'une zone de réduction de leur vitesse. Vous le voyez, les actions sont déjà en cours, il nous faut leur donner une autre dimension. Et dans le même ordre d'idées, il faut concrétiser notre engagement commun, d'abord à la COP22, bien sûr, de la Convention de Barcelone en décembre prochain, puis à l'OMI, pour réduire cette pollution atmosphérique provoquée par les navires en Méditerranée à travers l'initiative ECAMED que vous connaissez et que nous devons porter encore davantage. Bien entendu, je me réjouis de cette soumission à l'OMI, même si le Covid nous a fait prendre beaucoup de retard. Voilà, je parle bien d'engagement commun, et si cela doit passer par de nouvelles coalitions, eh bien faisons-le très vite, parce que nous aurons ce rendez-vous de 2022, proposition du président de la République, ce One Océan Sommet, ou ce sommet pour un océan en début d'année prochaine. Alors peut-être dire qu'il y a 3 sujets qu'on va retrouver, ou 3 thématiques qu'on y retrouvera. C'est bien sûr la gouvernance des mers, c'est bien sûr les perspectives de la finance bleue, et c'est bien sûr la recherche. Et parmi les thèmes proposés, il y en a un qui me tient à cœur, et beaucoup ici le savent, c'est la connaissance. La connaissance et l'innovation. Je souhaite une recherche au service de l'opérationnel et qui vise à nous proposer des solutions pour répondre aux enjeux climatiques. Mieux connaître, c'est mieux protéger. C'est une phrase que nous répétons régulièrement, eh bien, agissons pour la mettre en action. Et puis, la mission Étoile de mer, Starfish, qui a pour ambition de maintenir, protéger et restaurer la santé de l'océan à horizon 2030, pourra, pour sa part, être sans doute l'élément fédérateur dont nous avions aussi besoin et de nous permettre d'avoir les moyens de nos ambitions. Voilà. Reconstruire mieux, reconstruire en bleu, c'est notre travail, nous devons le mener, nous allons le faire tous ensemble. J'ai déjà été trop longue, alors pour ceux qui ont écrit mon discours, je n'irai pas jusqu'au bout, mais je vais conclure en disant, pour toutes ces raisons, je souhaite le plus grand succès au Forum de la mer 2021. Je souhaite en particulier que vos échanges permettent d'identifier les actions qui ont fait leurs preuves et doivent être davantage déployées pour changer d'échelle. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci pour cette belle version, pour cette belle phrase, un monde viable. Effectivement, nous le souhaitons tous, une Méditerranée viable, une Méditerranée des projets. Et avec son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, de Monaco, qu'on connaît tous et que nous connaissons surtout leur engagement dans cette Méditerranée, dans un engagement pour la mer, pour les océans. Je vous cède la parole, Monseigneur. Merci beaucoup. Madame et Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, Excellences, Monsieur le gouverneur, Monsieur le maire, toutes les autorités présentes, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je suis très heureux de pouvoir participer avec vous à ce forum, ici à Bizerte, en Tunisie, pays qui nous est tous, je crois, très cher. Et remercier les organisateurs de leur invitation, en particulier le président Pascal Lamy, ainsi que la présidente de Saison Bleue, Madame Rim Menzina, et toute votre équipe. L'existence même de ce forum est pour moi une source de satisfaction et d'espoir, comme le fait d'être ici avec vous sur les rives africaines de notre mer commune.
Trop souvent, en effet, certains laissent entendre, pour reprendre une formule qui fut utilisée au temps de la guerre froide, que les défenseurs de l'environnement seraient au nord et les pollueurs au sud. Ce commentaire est pour moi erroné, car je viens du rivage, bien sûr, d'en face. J'ai l'occasion tout au long de l'année de voir mon gouvernement et ma fondation travailler avec des acteurs et des institutions de la mer de la rive sud, et tout particulièrement de Tunisie, et ce depuis plusieurs décennies maintenant. Je sais combien les pays du Nord peinent à remplir leurs engagements. Je sais également combien la rive sud déborde d'énergie et d'initiatives précieuses et efficaces, dont certaines me sont particulièrement chères. J'y reviendrai dans quelques instants. C'est pourquoi il est important de se retrouver aujourd'hui, de ce côté-ci de la Méditerranée, au cœur de cette séquence qui va du Congrès mondial de la nature, organisé il y a quelques semaines par l'UICN et par la France, à Marseille, jusqu'à la conférence des Nations Unies sur les océans à Lisbonne, en juin prochain, en passant par les COP climat et de biodiversité. Au-delà d'une réflexion sur la relation entre le Nord et le Sud, cette rencontre doit nous servir à mieux comprendre à quel point la mer, la Méditerranée en particulier, est un élément qui nous relie tous de manière fondamentale. C'est ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, car c'est pour moi la clé d'une meilleure prise en compte des enjeux maritimes et l'une des clés de notre avenir collectif. La Méditerranée est souvent comprise comme une frontière entre des continents, entre des religions, des civilisations, des situations économiques et sociales. Les drames dont elle est régulièrement le théâtre, je pense en particulier à la tragédie des migrants, sont ainsi vus comme le résultat de la confrontation de ces deux mondes. Je crois pour ma part que ces drames témoignent surtout de la réalité de notre monde, témoignent des enjeux qui les traversent, des inégalités qui les parcourent, des rêves qui l'habitent et des progrès qu'il lui faut accomplir, qu'il nous faut accomplir. Loin de constituer une frontière infranchissable, la mer est un révélateur de nos défis environnementaux communs et de nos responsabilités collectives. Elle fait apparaître ce qui autrement demeurait abstrait ou incertain, le fait que nous partageons une même planète, qu'il nous faut la protéger ensemble et que nous devons pour cela tous nous retrouver. Tous, c'est-à-dire bien sûr ceux du Nord et ceux du Sud, les décideurs économiques et les dirigeants politiques, les scientifiques et les acteurs environnementaux, les organisations de terrain et les institutions internationales. Ce forum incarne donc la nécessité d'unité et de volonté de coopération que la mer peut rendre possible et que notre époque exige. Je voudrais, pour illustrer, prendre quelques exemples. La lutte contre les pollutions, tout d'abord, et notamment les pollutions plastiques, qui sont l'une des plus grandes menaces pesant sur notre mer. Comment pourrions-nous espérer lutter contre ce fléau de manière isolée? Comment penser que l'un ou l'autre d'entre nous pourrait seul régler un problème dont les causes sont aussi multiples et disséminées? Plus largement encore, comment pourrions-nous nous attaquer efficacement à la pollution des mers sans prendre en compte ses causes? Je pense bien sûr aux pollutions telluriques, puisque 80%, nous en parlons à table, 80% des pollutions des mers ont cette origine. Je pense au système de traitement des eaux, quand tant de villes déversent encore leurs eaux usées dans la mer, sans autre traitement, et ce, sur toutes les rives de la Méditerranée. Je pense à notre utilisation déraisonnable des plastiques, en particulier les plastiques à usage unique, que nous avons en grande partie interdits en Principauté de Monaco, d'autres pays l'ont fait aussi, afin de limiter leurs dégâts. Et je pense plus largement à notre civilisation, si souvent fondée sur l'utilisation de produits jetables. Tout ceci le prouve, un chantier comme la lutte contre les pollutions qui frappe la Méditerranée implique une approche qui doit s'étendre à de nombreux domaines et associer de nombreux acteurs. Les autorités des pays riverains, les décideurs économiques, mais aussi les consommateurs, les acteurs environnementaux, mais également les scientifiques, sans oublier bien sûr les acteurs de terrain qui d'ores et déjà accomplissent un travail très important qui doit être soutenu, partagé, défendu et étendu. C'est le sens de l'initiative BeMed ou Beyond Plastic Med, lancée en 2015 avec ma fondation, la fondation Tara Océan,
la fondation Surfrider en Europe, la fondation MAVA et l'UICN. En soutenant des projets locaux sur toutes les rives de la Méditerranée, en favorisant le partage de bonnes pratiques et en incitant à la mise en œuvre de solutions innovantes et efficaces, BIMED propose une solution adaptée, une réponse adaptée aux enjeux de la pollution plastique en Méditerranée. Une réponse qui ne prétend pas suffire à elle seule, mais qui permet d'agir à ceux qui le souhaitent. Je me félicite à cet égard des projets que BIMED soutient ici même en Tunisie, qu'il s'agisse de développer des alternatives au plastique, à travers notamment l'utilisation de déchets de palmiers dattiers, ou de la sensibilisation des populations et des autorités à la nécessité du tri sélectif. Ils illustrent parfaitement l'esprit qui nous anime. Ils incarnent notre volonté d'associer un maximum d'acteurs pour traiter l'enjeu de la pollution plastique de la manière la plus large possible. Cet exemple des pollutions plastiques le prouve. Loin de nous séparer, la mer est une réalité qui nous relie et qui nous réunit autour de problématiques et de projets communs. Car dans quel autre domaine verrait-on des acteurs si différents de différents pays s'associer ainsi pour partager des initiatives locales? La sauvegarde de la biodiversité marine constitue un autre exemple éclairant de cela. Nous le savons, parmi les outils les plus efficaces pour protéger les écosystèmes marins se trouvent les aires marines protégées. Ces zones permettant tout à la fois de préserver les écosystèmes les plus fragiles, de régénérer les stocks de poissons, y compris dans les alentours, et de développer de nouvelles ressources économiques pour les populations côtières. Mais la création d'aires marines protégées isolées et limitées aux eaux territoriales de quelques pays ne saurait suffire à protéger efficacement nos mers et leurs espèces, dont beaucoup sont évidemment migratrices et se jouent des frontières. C'est pourquoi il est essentiel de développer ces aires marines protégées de manière rapide, importante et coordonnée, comme nous y incitent les scientifiques. Ils s'accordent en effet à considérer qu'il faudrait placer, et vous le savez tous et toutes, au moins 30% des espaces maritimes de la planète sous statut protégé pour assurer efficacement l'avenir de nos mers, dont 10% sont sous protection forte, voire intégrale. Mais les derniers décomptes évaluent la proportion actuellement protégée autour de 7%, avec d'importantes variations dans l'efficacité des protections. C'est l'une des raisons pour lesquelles, avec tout d'abord la Tunisie et la France, et d'autres pays et d'autres institutions, nous avons créé en 2015 le MedFund, un fonds fiduciaire innovant dédié au développement et à la mise en réseau des aires marines protégées en Méditerranée. Nous avons récemment eu le plaisir d'être rejoints par la fondation MAVA avec comme objectif de créer un nouveau guichet au sein de MedFund en faveur des aires marines à protection forte. Il s'agit de favoriser des modes de protection plus rigoureux, en particulier dans les écosystèmes particulièrement sensibles et particulièrement menacés, afin de mieux assurer leur conservation. Au-delà de cette initiative, le fait qui fait la preuve de son efficacité, y compris en Tunisie, qui est le plus important partenaire du MedFund, je souhaite souligner la nécessité de fortifier les dispositions du droit de la mer, dont le pilier demeure la Convention de Montego Bay, comme vous le savez tous. Ce texte a été conçu à une époque où les questions environnementales ne se posaient pas dans les mêmes termes qu'aujourd'hui. C'est pourquoi il est essentiel d'aboutir, dans le cadre des Nations Unies, je l'espère dès le printemps prochain, à une réforme de ce texte avec l'objectif de protéger la biodiversité par-delà les juridictions nationales. Sans attendre le terme de ces négociations, des avancées sont d'ores et déjà accomplies, elles aussi au gré de coopérations internationales, puisque des aires marines protégées sont désormais instituées en haute mer. Ce fut le cas notamment en 2016 en Antarctique, avec la création de la plus vaste aire marine protégée au monde, celle de la mer de Ross. J'espère que d'autres projets pourront bientôt aboutir, eux aussi, en particulier autour de la péninsule antarctique, dans la mer de Weddell et dans l'Antarctique orientale. Je voudrais insister sur l'importance de ces projets qui peuvent paraître lointains.
en instaurant une responsabilité collective sur ces zones et en établissant des mesures de protection contraignantes vouées non pas à la défense d'intérêts à court terme, mais à la préservation du capital commun de l'humanité, nous parviendrons à des avancées majeures qui doivent nous inspirer dans la gestion d'autres enjeux environnementaux. En cela, la mer, ici encore, nous relie et nous permet d'avancer ensemble dans la construction de notre avenir collectif. Je voudrais aussi évoquer l'importance d'impliquer les acteurs économiques pour mieux protéger nos mers. Je pense par exemple à l'action que nous avons conduite il y a une dizaine d'années maintenant en faveur du thon rouge de Méditerranée. Cette espèce emblématique qui était alors, vous vous souvenez, menacée d'extinction. Pour la sauver, il nous a fallu convaincre l'ensemble de la filière économique, des pêcheurs jusqu'aux consommateurs, en passant bien sûr par les restaurateurs. Cela n'a pas été facile, mais tous ont bien fini par comprendre que leur intérêt ne pouvait résider dans la disparition de cette espèce si importante pour eux. Nous avons également dû convaincre et impliquer des différentes institutions multilatérales, les différentes institutions multilatérales compétentes, bien entendu. Nous sommes parvenus à inverser la tendance, à poser les bases d'une pêche plus durable et à permettre la régénération des stocks qui aujourd'hui bénéficient directement à toute la filière économique et qui ont conduit tout récemment à voir le thon rouge quitter la liste rouge des espèces menacées. Là aussi, la mer favorise des alliances fécondes entre différents univers, les pêcheurs et les défenseurs de différentes espèces, la finance, la science, et sans elles, qui sans elles peinent à travailler de concert. Je voudrais à cet égard souligner certaines initiatives particulièrement prometteuses qui se développent ici même en Tunisie, et dont je suis heureux de constater qu'elles sont pleinement intégrées au tissu économique et font la preuve de leur pertinence. Je pense en particulier à la culture des algues rouges pour la fabrication notamment d'épaississants alimentaires, végétaux, qui créent des emplois jusqu'ici à Bizerte. Cet exemple prouve ainsi les potentialités d'une économie bleue qui est sans doute aujourd'hui une source importante d'espoir. Qu'il s'agisse de pêche, d'aquaculture, de production de denrées alimentaires, de développement d'énergie marine renouvelable ou encore de santé par les biotech marines, nous savons combien cette économie bleue est de plus en plus nécessaire à mesure que l'humanité se développe. À plus de 8 milliards d'individus sur cette terre, nous devons nous tourner vers la mer pour trouver notre subsistance et notre énergie. Nous devons le faire en respectant, bien entendu, les équilibres naturels. Or, je crois que les acteurs économiques sont pour cela des partenaires particulièrement précieux, capables d'innover et d'investir dans la recherche et dans le développement, ce que les acteurs publics ont de plus en plus de difficultés à faire. Des partenaires qui sont ainsi capables de répondre aux besoins des consommateurs dont ils savent anticiper les attentes, de plus en plus tournées vers des solutions responsables. Des partenaires qui doivent être convaincus que leur avenir dépend de la préservation des ressources dont ils tirent leur production. Des partenaires enfin qui savent que nous n'écrirons pas l'avenir en promettant à nos contemporains une impossible décroissance, mais en les incitant à inventer un autre progrès respectueux de l'environnement et des générations futures. C'est pour cela aussi, pour dissiper ces illusions qui fleurissent surtout dans les pays les plus riches, je crois que le dialogue autour de la mer est essentiel. Pour ne pas perdre de vue que nous sommes tous dépendants des mêmes mers, et c'est pour cela que l'on parle d'océan global, puisque toutes les mers sont connectées, et que le futur qu'il nous faut inventer avec elles doit être un futur souhaité par le plus grand nombre. Il doit être l'occasion d'inventer un monde plus cohérent, plus solidaire, plus juste, plus supportable pour la nature et pour les hommes, en un mot, plus durable. C'est tout l'objet du plan d'action pour une Méditerranée exemplaire que la France a lancé. Je ne reviendrai pas à ce que vous avez dit, Madame la Ministre.
Je vous assurais simplement de la disponibilité de la Principauté de Monaco et de ma disponibilité personnelle à promouvoir ce plan. Par la mobilisation d'acteurs du monde de l'entreprise, de la recherche et de la finance, des investisseurs, mais aussi des États et des institutions, les actions opérationnelles de ce plan proposeront des solutions collectives, concrètes, visant des résultats mesurables. Là encore, je crois que les mers et la Méditerranée, plus qu'aucune autre, offrent à notre monde une opportunité unique d'avancer ensemble de manière différente. Madame et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs et chers amis, si notre civilisation a vu sa naissance ici, sur ces rivages où se sont rencontrées tant de cultures, de religions, d'art, de techniques et de commerce, c'est ici encore qu'elle doit aujourd'hui se réinventer. Il est important pour cela de comprendre que la Méditerranée n'est pas, comme on le croit parfois, un espace où se rencontrent des mondes distincts, mais bien un espace où se construit un seul monde, avec bien sûr ses contrastes et ses différences, qui sont ceux de notre temps et peut-être de tous les temps. Comme l'écrivait Fernand Braudel, qui parmi les premiers a compris la singularité de la Méditerranée, je cite, « La Méditerranée, ce sont des routes de mer et de terre liées ensemble, des routes autant de villes, autant dire des villes, les modestes, les moyennes et les plus grandes, se tenant toutes par la main. En Méditerranée, nous devons apprendre à nous tendre la main pour faire vivre cette mer dont les routes dessinent notre destin commun. » C'est ce que ce forum nous invite à faire. C'est pourquoi je tenais à vous remercier très sincèrement de l'avoir organisé et de m'avoir offert la possibilité de m'y exprimer devant vous cet après-midi. Je vous en remercie. Merci, Monseigneur. Merci, Monseigneur. Merci pour cet engagement encore.